OK. Donc, moi, ma mission, en fait, je me suis dit, je vais faire assez simple pour ce soir. C'est que je voulais surtout vous partager, c'est pourquoi y aller, pourquoi choisir, par exemple, un voyage dans la rivière Macpay. Donc, puis après, c'est sûr que, comme je disais, vous pouvez nous poser plus de questions, mais quand je me suis posé la question, si quelqu'un me demande pourquoi y aller à la Macpay, pourquoi tu me conseilles d'aller à la Macpay, ben, la première chose que j'ai eue en tête, c'est l'adrénaline. Donc, c'est sûr que ceux qui cherchent un peu d'adrénaline, c'est un super voyage. Il y a des rapides, bien sûr, des classes 3, 4, 5, à tous les jours, puis des fois même plus de un par jour. Donc, c'est sûr que c'est un voyage qui est fort en adrénaline. On a vraiment conçu ce voyage, on a pensé ce voyage pour le faire d'une façon que tout le monde peut participer. Vous n'avez pas besoin d'être un expert kayakiste. C'est sûr qu'en kayak, ça serait un autre niveau, un autre forfait aussi également. Donc, on voulait vraiment faire ce voyage en toute sécurité, accessible à presque tout le monde. La deuxième chose pour que j'ai pensé pourquoi y aller là, c'est parce qu'on a vraiment aussi une équipe très expérimentée, une équipe très attachante, une équipe qui connaît super bien la rivière. Il y a Mathieu que vous allez voir aussi dans notre site Internet, puis on en parle beaucoup. C'est un autre bon ami à nous, avec, là, dans la photo avec sa fille. Il a fait au moins 40 fois la descente de la rivière. Il le fait à chaque année. Il connaît bien, mais c'est pas juste connaît bien, mais vraiment, dès qu'il est là, tu sens que la rivière, c'est comme sa douzième maison. Il y a aussi, il s'est engagé beaucoup pour la protéger. Ça, c'est aussi mon troisième point, qui devrait être même le premier. Parce qu'en s'engageant, en faisant ce voyage, on l'aide à la protéger. Puis ça, peut-être Gabriel peut nous aider un peu à nous expliquer pourquoi et comment ça. Mais je veux en premier vous parler un peu de l'équipe. Donc, il y a Mathieu, son frère, plusieurs amis, Gabriel, Christophe. Donc, on a vraiment une équipe super rodée pour ces voyages, des gens hyper professionnels qui connaissent bien la rivière, qui sont toujours contents d'y aller à la rivière aussi. Donc, c'est pas comme, c'est pas quelque chose qu'ils font à toutes les semaines. Donc, ça aussi, attendre la journée qu'il faut prendre l'hydravion pour aller à la rivière. Si on le fait peut-être 2 fois par année, gros max. Donc, c'est quand même pour eux, c'est quand même exceptionnel. Puis on a hâte d'aller à la rivière pour passer 7 jours. Donc, c'est sûr que la rivière nous permet d'admirer, découvrir une des plus réputées rivières du territoire. C'est aussi, tantôt, je vous parlais des classes mondiales, mais bon, cette rivière est vraiment des classes mondiales. C'est une rivière géographiquement, ça permet d'avoir justement une rivière très abondante, avec des bons rapides, accessibles quand même. Il faut prendre un hydravion, mais il faut pas prendre un avion puis traverser l'Atlantique ou le Pacifique pour aller se rendre dans une rivière vraiment si belle et si sauvage en même temps que cette rivière-là. La forêt est encore un peu, je dirais, en toucher. On va trouver des plages sableuses, des campements au bordure de la rivière qui sont aménagés, mais pas tout à fait aménagés. Donc, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. C'est vraiment des endroits qui une gang, ils ont été allés avec sa chainsaw pour faire un petit espace, pour pouvoir justement établir certains campements pour faire les moins d'impact possible, mais pour quand même dégager les endroits pour pouvoir monter un campement pour un groupe. Donc, c'est vraiment encore, si vous voulez vivre une expérience, découvrir la forêt boréale, puis vraiment une expérience assez unique et authentique, c'est sûr que ce voyage est dans les top de la liste. Puis la nourriture aussi, évidemment, la nourriture, notre ben, caravanier, puis ça, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec Mathieu, avec Gabriel, avec Christophe, c'est qu'on sait que si on mange bien, on va être content, puis on va avoir assez d'énergie. On est gourmand aussi, il va falloir le dire, là. Donc, la nourriture sur place, vous serez étonnés qu'est-ce qu'on peut faire en camping pour cette nourriture.
Donc, Mathieu, encore une fois, ici dans les photos, comme on parlait, il y a toute une équipe qui vous accompagne. On a 12 rafts. Ben, chaque raft peut avoir 6 personnes. Puis après, on a des cataraftes pour pouvoir transporter les bagages. Donc, c'est sûr qu'au moins, il y a une personne qui prend les lits de chaque raft. Après, il y a une personne qui prend aussi les cataraftes. Donc, souvent, on va être avec quatre personnes, même à 5 personnes. Il y a des fois aussi une personne qui va en kayak. Donc, on a 4 à 5 personnes de l'équipe qui nous accompagnent pendant ces séjours. Puis, c'est des personnes hyper intéressantes, puis qui partagent avec beaucoup de plaisir toutes leurs connaissances, pas juste de l'eau vive, mais aussi du territoire. Donc, pour se rendre, c'est sûr qu'il va falloir prendre un hydravion. On vous donne rendez-vous directement à Havre-Saint-Pierre. On part d'Havre-Saint-Pierre, puis là, l'aventure commence. On arrive en hydravion où on va commencer notre expédition. Là, les rafts, on va devoir aider pour monter les rafts. Il faut savoir qu'on apporte tout avec nous dans l'hydravion. Donc, des fois, il faut, selon les poids, avoir 2, 3 allers-retours en hydravion. Donc, là, on voit bien une photo de qu'est-ce que c'est une cataracte. Donc, c'est les bleus qu'on voit avec une chaise. Donc, c'est là que c'est cette bateau, en fait, qui transporte les bagages. Dans chaque raft, il y a juste les personnes qui vont pagayer. C'est vraiment une belle photo. Je l'ai mis en premier parce que je l'aime bien, parce que ça donne vraiment un bon aperçu de l'ambiance qu'on va vivre sur place. Euh, donc là, c'est comme un peu la rivière. Donc les chutes, des fois, il va falloir comme vérifier, valider par les passages. Des fois, on va devoir faire des portages également. Donc, on va vous donner plein de conseils là-dessus pour comment bien s'habiller, comment bien s'échausser pour les portages. C'est jamais pas trop long les portages, mais c'est peut-être un peu les petits niveaux supplémentaires des difficultés qui est dans le voyage. C'est sûr qu'on a, comme je disais, des guides très expérimentés. Ils vont nous donner des consignes. Donc, là, il faut juste suivre bien les consignes. Donc, ils vont dire pagayer, ceux qui pagayent à droite, à gauche, nous mettre à l'abri. Donc, c'est sûr que les passages de chaque rapide sont souvent très les fun. On a comme bout d'adrénaline pendant un court temps, puis après, c'est le- c'est vraiment le bonheur, puis tout le monde est content. Donc, voilà, c'est un voyage, en fait, qu'il ne faut pas avoir peur de l'eau, c'est sûr. Puis qu'il va, c'est pas rare, c'est pas tout le temps, mais ça peut être possible qu'il y a quelqu'un qui peut, par exemple, devoir un peu nager ou qui sort du bateau. C'est ça, je l'ai fait une fois, ça peut arriver, mais ça peut arriver. Donc, il faut pas avoir peur de l'eau puis savoir nager. Mais sinon, les restes, c'est vraiment suivre bien les consignes, avoir envie de l'aventure, puis l'aventure avec un A majuscule, être à l'aise d'être dans des endroits un peu isolés, loin des civilisations. Comme tu sais, on arrive en hydravion, donc c'est sûr que s'il faut partir, ça prend un hydravion pour sortir, évidemment. Puis avoir un peu de force, puis un esprit d'équipe, il va falloir souvent donner un coup de main pour les portages, pour sortir les bagages du cataract, par exemple, où on va monter les campements, donner un coup de main pour monter les campements, démonter les campements, faire la vaisselle, etc. Mais en général, c'est un voyage très, très, très accessible. Là, on voit bien justement dans le cataract, justement, on a la place, donc on peut apporter une glacière. Donc, c'est sûr que ça permet d'avoir une qualité de nourriture supérieure à quand on a juste à l'espace, par exemple, dans une caisson de kayak. Donc, c'est pas rare d'avoir même une bonne tarte de chocolat comme dessert à la fin d'un bon souper. Juste pour vous dire la qualité pour aller jusque-là dans la nourriture. Donc voilà aussi d'autres photos. Là, on voit une personne qui est en kayak. On apporte souvent en kayak. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver, soit pour que les guides s'amusent un peu, hein, ou bien parce que aussi ça permet de voir comme les meilleures entrées pour où passer les rapides. Donc vous êtes toujours en raft, les deux cataractes, puis des fois il y a un kayak. Puis là, on voit aussi la façon qu'on transporte les bagages. Donc, celui qui porte les cataractes, c'est quand même assez
Il faut vraiment tout tenir dans les filets. On va vous donner aussi pas mal des conseils de comment packer vos affaires. On va vous prêter un sac étanche de plus ou moins 100 litres, si je ne me trompe pas, où vous allez mettre vos affaires, puis le reste du matériel va dans les barils. Gab, tu voulais nous partager déjà quelque chose? Ouais, ouais, je veux dire, ben, c'est nouveau cette année, en fait, là, à cette heure, on a des kayaks gonflables, un peu comme vous voyez en rouge sur la photo, là, dans le coin, là. Oui, Donc, c'est des kayaks qu'on amène avec ça nous c'est sur les rafts. Puis, des fois, les participants, il y a certaines sections de la rivière où c'est pas des gros rapides, mais qu'il y a quand même des petits rapides qui sont le fun pareil. Donc, des fois, il y a des parties de la journée où ce que des gens vont pouvoir aller faire un petit peu de kayak pour essayer. Donc, c'est une bonne façon d'apprendre, là, parce que c'est assez stable. Puis c'est pas dans les plus gros rapides. Puis on en a un ou deux habituellement sur les voyages. Fait qu'on alterne les gens qui veulent l'essayer. Donc on n'avait pas ça avant, là, mais vous allez pouvoir aussi essayer ça là, si ça vous intéresse. c'est très cool, ça. Ça donne encore un point de plus pour la MACPAR pour y aller découvrir cette rivière avec maintenant cette facilité de pouvoir aussi des fois sentir la rivière en solo. C'est comme, et les kayaks gonflables qui donnent beaucoup plus de stabilité qu'un kayak normal de rivière. Pour les campements, donc les campements, ça, je disais, il y a des endroits un peu sableux, il y a des endroits où on va être un peu en plus dans la forêt. On monte les campements, là on a même une table. Il y a une partie qui ça va être à la cuisine, donc la zone un peu à partager avec tout le monde. Après, on va voir la section des tentes. Puis on se déplace tous les jours pas mal d'un campement à l'autre. Donc l'idée, c'est aussi monter, démonter les campements. Ça fait partie aussi de les activités à tous les jours. Il va y avoir aussi l'occasion des fois de pouvoir, ceux qui désirent s'essayer à la pêche, si vous apportez votre canne à pêche, vous pouvez vous essayer. Et ben, on va pouvoir déguster votre prise à la fin de la journée. Puis, côté moustique, justement, pourquoi on va plutôt fin août, septembre, entre autres, c'est à cause de moustiques. Cependant, bah, on les voit souvent, là, la température puis le climat changent beaucoup. On ne peut plus nous assurer que ça va être comme ça chaque année, mais on a moins de chances d'avoir beaucoup de moustiques en début septembre que si on va en plein juillet, par exemple. Ça, c'est sûr. Donc, on va vous fournir toujours une liste des matériels qui va vous donner une bonne idée d'aperçu de qu'est-ce qu'il faut apporter comme vêtements, mais on fournit déjà des wetsuits. La température de l'eau est assez fraîche, puis on passe toute la journée un peu mouillé. Donc, on va fournir un wetsuit. On voit bien ici, c'est sûr que c'est une journée assez chaude, donc on n'a même pas besoin d'un veste que l'on appelle le paddle jacket, qui s'est fourni aussi également. Il faut porter un casque, ça va être fourni pour nous. Puis le soir, donc, ce que vous devrez apporter, c'est des vêtements confortables pour la soirée. La soirée, c'est sûr que on est plus nord du 56 parallèle, on commence à descendre, mais même en mois d'août, début septembre, il peut faire froid, il peut faire frais les soirs, donc il faut pas négliger cet aspect. Donc, on va vous donner des suggestions pour qu'est-ce que vous pouvez prioriser pour les vêtements du soir. Puis par exemple la température du sac de couchage, etc. Donc c'est vraiment une expédition. On nous parle déjà d'une expédition. 7 jours d'autonomie, 7 jours d'être face à cette belle nature, dans cette rivière, avec la bonne nourriture, des personnes très charmants, expérimentés, et une vie de campement assez particulier qui nous permettent ce sort d'environnement. Donc voilà, il y a Christophe ici qui est un habitué déjà de la rivière qui nous prépare, je sais pas, des tortillas, quelque chose sur le feu. Il y a aussi là dans la photo avec la casquette bleue, c'est le frère Mathieu, Jean-François, puis lui aussi, il est un habitué à la rivière, il adore faire à manger, donc souvent aussi on va les trouver autour du feu, du réchaud. Là, je ne sais pas qui nous prépare. Peut-être vous
poissons. Mais c'est sûr que c'est avec un grand plaisir. Donc, je veux juste, je ne sais pas, Gab, si tu voulais nous partager un peu ton expérience, qu'est-ce qu'elle représente pour toi la McPie, puis en participant à la McPie, comment est-ce qu'on l'aide, comment on peut la protéger ou on incite à la protéger. Oui. Ben merci, Mariana. Ben, c'est ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être entendu parler de la MacPac d'abord par toute la mobilisation puis les annonces un petit peu qu'il y a eu là, pour la protéger de futurs barrages hydroélectriques. Si vous avez suivi aussi cette année, au mois d'octobre, c'était l'inauguration là, de tout le complexe de la Romaine. Puis un peu l'idée de protéger la MacPac, ça vient un petit peu de là aussi parce que quand, euh, quand il y a eu la Romaine, bon, on a comme on a vu que ben, ça a amené des bonnes choses dans la région, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Puis on a aussi trouvé finalement qu'on avait sacrifié une des plus belles rivières du Québec, là, finalement, qui était la Romaine, qui est beaucoup plus grosse là, que la MacPac en termes de débit puis de bassin versant. Mais c'était une rivière aussi qui était très importante là, pour les Inuits de Mingan. Donc, il y avait comme ce sentiment-là un peu d'avoir perdu quelque chose. Puis la MacPac, c'était comme un peu dans l'idée de se dire qu'on ne voulait pas que toutes les rivières de notre région deviennent des rivières à barrage. Donc, il y a un petit barrage, là, je vous mentionne quand même, à l'embouchure de la MacPac, là, qui est là depuis un certain temps, mais c'est un barrage au fil de l'eau, mais tout le reste de la rivière est pratiquement, finalement, vierge. Là. Il n'y a même pas de pourvoirie sur la rivière. Il y en a seulement au lac MacPac, mais sur la rivière qu'on fréquente, là, il n'y a aucun camp, il n'y a aucune route. Vraiment, là, c'est une des rivières les plus sauvages, là, finalement, là, de notre région. Puis, donc, pour nous autres, ben, c'est ça d'aller sur la MacPac puis de dire qu'on veut la protéger. Dans la région, ça représente un petit peu qu'on veut pas on espère quelque chose de différent. On ne veut pas habiter dans une région où il y a seulement que des mines puis des barrages hydroélectriques. On veut aussi, on trouve nous autres d'habiter sur la côte nord, puis ben, vous autres aussi, en fait, d'être québécois, c'est d'avoir accès à ce territoire-là qui est sauvage, puis de se dire que des endroits comme ça, il n'en reste pas beaucoup dans le monde, là, finalement. Donc, c'est un petit peu ça là, qui fait que tu sais, d'aller. Moi, c'est la rivière qui est à côté de chez nous. Donc, c'est sûr que cette année, là, j'étais vraiment content de pouvoir y aller pour une première fois. C'était assez spécial. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres rivières sur la côte nord. Puis, je vous dirais que c'est ça, c'est quand même une rivière qui ressemble à beaucoup d'autres rivières. Mais ce qu'elle a de vraiment particulier, là, comme tu disais, Mariana, c'est les rapides. Il n'y a pas autant de rivières là, qui sont autant chargées de rapides. Là, ça arrête quasiment jamais. Puis c'est un petit peu l'impression là, qu'on a des fois, là, c'est que la rivière, elle n'arrête jamais. Hein. Même la nuit, les rapides, des fois, c'est comme étourdissant là, quand on campe autour des rapides. On est tout le temps. On entend la rivière, c'est dur de l'oublier là, quand on passe dessus. Donc, vous allez vraiment vivre avec la rivière pendant une semaine. Puis, c'est sûr qu'il y a de l'adrénaline, mais nous autres, on essaye aussi de faire que ça ne soit pas juste autour de l'adrénaline, là, dans le sens que souvent, l'idée que les gens ont du rafting, c'est un peu comme un manège, puis la plupart c'est des courtes sorties, puis c'est vraiment comme des sensations fortes. Puis évidemment, il y a de ça, là, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a aussi des plagnoles. Vous allez avoir le temps d'être assis sur le bord de la rivière le soir ou des fois de pagayer des sections plus calmes, de pêcher, de cueillir des champignons. Donc, nous autres, moi, je pense que le rafting, c'est une bonne façon de s'initier à la rivière parce que ça serait difficile autrement d'amener des gens, comme tu disais, en kayak ou même en canot, là, d'encadrer ça dans des rapides qui sont assez tumultueux. Là. Donc, ça permet un peu à n'importe qui de venir puis de voir la rivière, d'y aller en rafting. Donc, c'est un super moyen finalement, d'entrer en contact là, avec ce territoire-là aussi. Je vois qu'il y a une question. Merci, Gab. Donc, il y a une question qui demande combien d'heures plus ou moins c'est quoi, combien d'heures par jour sommes-nous en Ouais. rafting? Est-ce que OK, tu... ben c'est ça. Vous allez voir dès le début, Mathieu, il aime ça, avoir un beat d'expédition un petit peu. Donc, au début, on essaye finalement de partir assez de bonne heure pour que
le soir, on a fait notre distance, mais qu'on arrive peut-être vers 3 heures pour qu'on ait le temps finalement de profiter du campement, de profiter du soleil avant qu'il se couche au bord de la vallée pour sécher nos affaires aussi. Donc là, j'ai de la misère à calculer, mais peut-être qu'on part vers 8 heures ou 9 heures, ce serait en général. Là. Et puis après ça, on s'arrête sur l'heure du dîner. On fait beaucoup d'arrêts aussi dans la journée. Ça dépend des obstacles. Il y a des journées où il y a des chutes. Puis là, c'est là qu'il y a des fois, on va partager des équipements, descendre des rafts en cordelle. Puis là, il y a beaucoup de prises de décision. Donc, ça, des fois, ça peut être long, puis on n'est pas nécessairement tout le temps dans le rafting. Puis après ça, donc, on essaie d'arriver au camp, là, puis, vers, mettons, milieu d'après-midi, là, vers 3 heures. Là. Donc, ça ressemble à ça, là, peut-être les journées là, sur la rivière. Puis, sur le voyage de 7 jours, parce que nous autres, avec Noyac Aventure, habituellement, on fait un voyage un petit peu plus court. Mais là, c'est la même rivière. Donc, en rajoutant une journée, ce qu'on fait, c'est qu'on va rester un même campement là, 2 journées d'affilée. Et puis là, ça va nous permettre d'aller faire quelque chose comme ça. On va faire une randonnée ou des fois, ça va être du canyoning. On va remonter un petit ruisseau. Donc, on va pouvoir aller sur un point de vue, voir la rivière finalement d'un autre angle. Donc, il y a une journée là-dedans qu'on ne fera pas nécessairement de rafting ou qu'on n'en fera pas beaucoup. Ça pourrait être des petits cours de kayak ou C'est quelque ça. chose. Puis ça nous donne une journée tampon aussi, si jamais on a des Ouais. situations. Donc, c'est ça avec Alavani. Et on avait décidé justement de faire en 7 jours parce qu'il nous donnait le temps d'aller comme de pouvoir passer peut-être un après-midi juste à pêcher ou juste à marcher, à faire la cueillette des champignons, comme tu dis, de se baigner même. Donc, ça donnait comme une expédition qui ne fallait pas trop être pressé avec les temps. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les faire en 7 jours. Et oui, on peut estimer que c'est entre 6 heures moyenne par jour qu'on va être sur l'eau. Mais les restes du temps, c'est sûr qu'on va faire des pauses, on va faire un arrêt pour manger. Euh, donc, c'est vraiment un voyage qui est bien doucé. Il y a des bons moments qui on va être très, très actifs, des autres moments qui ça va être un peu d'adrénaline, des autres moments qui ça va être, on va sortir notre bouquin, si on veut. Donc, ça fait quand même des bonnes vacances également. C'est pas juste en expédition, mais c'est ce qui va être des vacances actives. Euh, j'ai des nouvelles de Jean-Philippe. Il est avec ses enfants encore. Donc, je vais vous présenter les mouches Fanipi. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire ici dans notre question-réponse, comme Marie-Claude l'a fait. D'ailleurs, salut Marie-Claude. Puis, je vais continuer juste pour ne pas trop prolonger ça. Donc, je vais continuer à faire mon partage d'écran. Hop, et voilà. Donc, les mouchouani, puis dans le fond, la petite histoire, c'est comme je disais, on cherchait des voyages au Québec, puis là, on a eu une très belle rencontre avec d'autres personnes qui nous ont parlé de cet endroit, puis de l'implication justement de la corporation, puis sa mission aussi, puis on a tout de suite tombé en amour. Donc, on part vraiment d'un voyage qui nous permet de découvrir un des foyers culturels de la culture Innu. Et c'est la misère à prononcer. Gabriel, tu peux m'aider? Ah, tu veux dire? Ben, les deux cultures qui sont Ah, dans notre Nascapi. Oui, Nascapé, merci. oui. Merci. Donc, c'est un endroit d'importance culturelle. Puis là, il y a deux personnes, mais entre autres Serge, qui monte à chaque année avec sa femme Michel, puis toute notre des autres Inuits, qui essaie vraiment, vraiment de garder les traditions. Donc, ils montent un campement traditionnel Inuit pour, entre autres, transmettre du savoir traditionnel de sa culture. Puis cet endroit, pourquoi de cette importance, c'était parce que la rivière, on est dans la rivière Georges, donc vraiment, vraiment au nord, dans le territoire du Nord.
c'est un territoire Innu également. Donc, c'est un endroit qui faisait une passe migratoire de caribous c'était comme assez étroit. Donc, les caribous pouvaient passer. Donc, c'était un endroit avantageux pour les chasseurs. Donc, là, il y avait toutes des différents peuples Inuits de différents endroits se rencontraient sur place. Donc, il y a toute une histoire, une tradition. Peut-être Gabriel va pouvoir mieux nous aider à expliquer l'importance de cet endroit. Puis on voulait vraiment y aller, on voulait y aller, mais Caravani, c'est souvent des voyages, en fait, c'est tout le temps des voyages, des treks, des kayaks, maintenant même un peu de rafting, d'alpinisme. Donc, il fallait mettre une activité, si on veut, un peu physique dans le voyage, puis pas juste aller et rester dans le campement. Donc, tout au début, on voulait faire un voyage des Rabasca ou canot. Euh, Notre première version s'était fait de cette manière, mais après, il y a un guide, Jean-Philippe, justement, qui l'a fait à pied. Puis là, il nous a convaincus que si on faisait ce voyage, c'était vraiment à pied, que c'était incroyable. Donc, Gabriel était justement avec Jean-Philippe dans la version sur le Trek. Puis ça représentait beaucoup plus à ce que nous, on fait, puis ça représentait plus ce qu'on voulait aussi offrir. Donc, déjà, cet endroit si mystique, avec une importance si forte. On disait que c'est un peu comme tricher, arriver juste comme ça en avion, puis là, tu passes 4 jours, puis là, tu pars. Tu sais, ben, il manque quelque chose, il manque cet esprit de faire un pèlerinage en canot pendant des jours et des jours pour arriver là. Donc là, ça faisait comme plus d'essence. Mais on ne pouvait pas se permettre de prendre un mois en, en canot pour arriver là. C'était un peu too much. Donc, on a dit, bon, on va les faire à pied. Ça fait aussi comme on va sentir un peu plus le territoire. On va être plus conscient de où on est, de l'importance de l'endroit. Puis quand on va arriver au campement traditionnel, puis on va partager, en fait, on va se faire accueillir par cette groupe de personnes qui nous accueillent chaleureusement. On va être plus sensible à ce qu'ils veulent nous partager. Donc, c'était ça qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, je pense que c'était tout une réussite les 3 fois qu'on est allé. Puis, dans notre version Trek, ça faisait aussi qu'on pouvait découvrir d'une façon différente, puis voir la rivière et les campements aussi d'une façon différente. Donc, donc, voilà un peu les pourquoi. Donc, dans ces voyages, on fait 6 jours de randonnée. Donc, on est trek dans la toundra. C'est sûr que ça nous permet de faire une observation quand même assez unique de la faune. On ne peut pas vous promettre de voir des aurores boréales, mais on va vraiment au début septembre. Donc, ça peut être une possibilité, mais on ne peut pas vous garantir ça, comme on ne peut pas vous garantir de voir toute la faune de la toundra qui habite dans l'endroit. C'est quand même un niveau sauvage. Mais peut-être, pourquoi pas, un petit arc-en-ciel comme on a ici dans la photo. Donc, on est un peu dans le même esprit. On est vraiment dans un endroit très, très, très isolé pour se rendre. Il faut prendre aussi un hydravion. On parlait d'aller lentement puis pouvoir mieux comprendre où on est. C'est comme si on demande un peu, pour moi, des fois, c'est comme si on demande la permission tranquillement, si on fait un pèlerinage, puis on se nettoie de notre routine, de notre pensée un peu urbaine, pour pouvoir mieux apprécier, pour pouvoir mieux mettre notre pied dans le territoire inou, puis mieux apprendre de leurs traditions, puis comprendre pourquoi ces traditions-là. Donc, on se donne rendez-vous cette île. On prend la train, et c'est quand même déjà toute une expérience pour se rendre à Shefferville. Ensuite, on prend l'hydravion. Puis là, l'hydravion nous dépose au bord de la rivière où on va commencer notre trek. Donc, la rivière nous sert un peu comme un peu sentier. On va les suivre, mais on ne va pas vraiment marcher. Là, donc, on les suit un peu, on est toujours proche. Puis là, ça nous permet justement d'avoir une équipe qui, avec un bateau motorisé, déplace notre bagage d'un campement à l'autre. Donc, ça fait que nous, on peut juste porter notre sac de jour. Donc, ça nous permet d'être plus léger et de marcher. De faire de la découverte un peu partout. C'est sûr qu'il n'y a pas de sentier. Donc, on n'est pas, on va plutôt à la découverte. C'est plutôt aussi la partie des niveaux des difficultés de ces voyages, c'est qu'il n'y en a pas de sentiers. Et donc, on ne va pas faire la même chose chaque année. C'est sûr que là, Jean-Philippe, va être notre guide de cette année. Il va avoir une bonne vision les endroits comme c'est incroyable à point de vue, où il y a un point d'intérêt à visiter ici,
ou on va contourner cet endroit parce que là, c'est comme trop bleu, ou la toundra, on veut la laisser comme ça. Donc, on essaie de diminuer notre impact, mais aussi de vous faire découvrir d'une façon quand même assez unique cette région. Donc, voilà, donc on voit bien que on va toujours suivre la rivière, mais on va toujours monter, descendre, aller à la découverte. C'est très sauvage. Ça se peut que des fois, on va devoir même nous-mêmes nous trouver un passage. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une chaîne ça dans le bateau, que Jean-Philippe porte une machette pour pouvoir des fois nous faire un petit passage. Puis là, aller dans différents points de vue qui sont quand même assez magnifiques dans un endroit qui est incroyable, complètement incroyable. On va monter notre campement aussi dans des petites plages, pas toujours sableuses, mais là, ça donnait que c'était une photo où il y avait une plage avec du sable. On monte, on a une tente commune, justement, parce que la température peut être aussi variable. On peut avoir des moustiques, on peut avoir de la pluie. Même chose, on pousse les voyages plutôt fin août septembre parce que c'est une saison où normalement les moustiques ont diminué la quantité de moustiques. Donc, pendant les 6 jours de randonnée, on a une autonomie avec notre bateau qui nous permet d'avoir juste un sac léger. On se donne rendez-vous avec les bateaux pour savoir plus ou moins où on va monter les campements. Quand on arrive, c'est aussi très participatif. Donc, on va aider à monter les campements, comme à la fin, on va aider à démonter les campements, mais on a au moins cette grosse tente qui nous permet d'avoir un espace commun pour, par exemple, s'il pleut, manger à l'abri de la pluie. Donc, c'est des campements, on est aussi d'une façon, si on veut, un peu expéditionnaire. Donc, on va déplacer les campements à tous les jours. Des fois, non, des fois, on peut le laisser 2 jours si, par exemple, il y a un endroit qui est intéressant puis qui nous permet de faire un aller-retour, puis le lendemain, changer les campements. Euh, donc, quand on arrive, là, c'est des temps traditionnels. Donc, c'est quand on va arriver directement au campement Innu, après notre 6 jours de randonnée. Là, on va vraiment se laisser transporter, puis se laisser accueillir. On va participer aux activités qui sont dans le campement. Donc, s'il y a eu la chasse, s'il y a eu la pêche, on va pouvoir les aider. On va pouvoir voir comment ils font, par exemple, sécher la viande ou faire fumer la viande. Donc, c'est là qu'on commence vraiment beaucoup avec les partages traditionnels. Donc, grande tente aussi, la tente pour tout le monde. Là, voilà des photos des voyageurs qui ont participé à la pêche. Donc, on fait plein d'activités. C'est très participatif. C'est pas obligatoire, bien sûr, là, mais ça nous permet d'avoir une belle interaction avec nos amis. Nous, là, Serge, c'est lui qui est très, très souvent dans nos campements, puis c'est lui qui nous accueille, puis qui nous partage avec sa femme, puis avec des autres membres de l'équipe. Il parle beaucoup, donc il faut profiter parce qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, à partager. Euh, Là, c'est sûr que c'était une journée qui sûrement on était allé à la pêche, soit pour les soupers. Ben là, attention pour ceux qui sont un peu sensibles à ça, mais c'est pas rare qui vont à la chasse. Ça peut être de différents animaux, mais ils vont profiter de tout l'animal, c'est sûr. Puis ça fait partie de leur tradition. Donc on est là. Ça, c'est sûr que il faut être ouvert à l'esprit que on est loin, on est très, très, très loin d'un super C ou d'aller au métro. Donc, les gens, pour se nourrir, il fallait faire la chasse, la pêche, la cueillette. Puis c'est ça qui essaie de continuer à transmettre des savoir-faire. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience dans ces voyages, d'ouvrir l'esprit, puis d'être conscient de l'endroit où on est, puis avec qui on est dans cet endroit. Donc là, il y a une photo aussi. Je ne connais pas le nom de cette madame. Peut-être tu peux nous parler un peu plus, Gabriel, mais C'est c'est Elisabeth. Ouais. qui aussi était là au campement. Puis j'ai pas encore fait ces voyages, mais les voyageurs m'ont raconté qu'ils étaient très charmants. Puis il y a beaucoup, beaucoup partagé avec eux. Donc, c'était quand même un des points forts de ces voyages.
on mange quand même très, très bien. On met en valeur aussi du savoir local, mais on va très, très, très bien manger. Puis la sortie, ça se fait aussi par hydravion. Donc, on commence puis on finit notre voyage avec l'hydravion. On finit, on part à Shefferville. Puis là, cette année, les retours, ça va faire aussi en avion vers cette île. Donc, on va tranquillement, douceur, on va avec les temps, on se donne les temps pour arriver au campement pour mieux apprécier. Puis ensuite, les départs, ça fait par hydravion, puis ensuite en petit avion pour arriver à Shefferville.